Bonjour à tous, je suis le docteur Amaury Broussier, je suis gériatre au CHU Henri Mondor et je travaille particulièrement avec le Centre de référence national de l'amylose cardiaque et je vais vous parler aujourd'hui du coup de la prise en charge du sujet âgé dans cette pathologie et des spécificités de ces patients dans l'amylose cardiaque, particulièrement à transthyrétine. Donc pour commencer, concernant les caractéristiques de ces patients, je vais vous présenter ces données récentes que nous avons au sein du Centre de référence national amylose cardiaque. Et nous nous sommes intéressés aux caractéristiques spécifiques un peu de cette population, que ce soit des caractéristiques cardiaques ou extracardiaques. Et nous avons montré qu'ils avaient un certain nombre de caractéristiques propres. Ce que je vous présente ici concerne le pronostic de ces patients. Alors, pour le pronostic des patients atteints d'amylose cardiaque à transthyrétine, nous utilisons le plus souvent le score de NAC, qui repose donc sur le NT-proBNP et sur la fonction rénale des patients, sur le débit de filtration glomérulaire. Eh bien, on voit quand on applique ce score de NAC à cette population, vous le voyez ici, il ne permet pas une discrimination satisfaisante et il n'est pas suffisamment discriminant pour faire la différence entre les patients qui sont de stage 2 ou de stage 3. Et donc, il n'est pas tout à fait adapté en fait à cette population. Donc, cela montre bien qu'il y a des marqueurs pronostiques en fait qui sont spécifiques à cette population, notamment ce que nous avons mis en évidence dans notre population en regardant un petit peu l'ensemble des marqueurs, c'est que par exemple la troponine et les phosphatases alcalines, le bilan hépatique, qui est en fait le reflet de la congestion chronique intrahépatique, sont des bien meilleurs marqueurs et ils permettent de discriminer de façon tout à fait plus satisfaisante les patients. Donc tout ça montre qu'il faut utiliser des marqueurs pronostiques qui sont un peu spécifiques. L'autre élément que je vous montre ici, c'est la répartition un petit peu, nous, au centre de référence en fonction des classes d'âge. Et ce que vous voyez finalement, c'est que les patients de moins de 75 ans ne représentent que 35% des patients. Donc 65% des patients ont plus de 75 ans. Donc c'est une pathologie vraiment cardio-gériatrique et il faut s'intéresser donc aux spécificités de cette prise en charge. On peut regarder un petit peu aussi en termes de prévalence de la pathologie, puisque on commence de plus en plus à avoir des données de prévalence un peu spécifiques dans cette population âgée. Et vous voyez, ces données sont des données qui sont issues d'une cohorte espagnole où ont été analysés les patients qui avaient un septum supérieur à 12 mm et qui avaient présenté un épisode d'insuffisance cardiaque. Et quand on regarde donc dans cette population un peu ciblée, insuffisance cardiaque et septum à plus de 12 mm, eh bien, on retrouve une prévalence de l'amylose avec essentiellement, une prévalence de l'amylose de 20%, pardon, et avec essentiellement des amyloses à transthyrétine, 84% des patients atteints d'amylose, et plus faiblement des amyloses qui sont des amyloses AL. L'autre élément extrêmement important, au-delà de cette prévalence élevée de un patient sur 5, c'est de regarder en fonction de l'âge des patients. Et vous le voyez ici, plus les patients vieillissent, plus cette prévalence était élevée, particulièrement chez les hommes. Non seulement c'est vraiment fréquent dans ces patients de plus de 65 ans atteints d'insuffisance cardiaque, particulièrement quand ils ont un septum à plus de 12 mm, mais plus ils vieillissent, plus les patients sont âgés, plus la maladie est fréquente et c'est donc confirmé par des données de cohorte multicentriques européennes actuellement. Et puis, l'autre élément fort, c'est de regarder tant en termes de prévalence, finalement, qu'en termes de pronostic par rapport à l'insuffisance cardiaque en dehors de l'amylose. Et sur une autre cohorte également espagnole, a été regardée au sein d'une population qui avait été screenée pour rechercher s'il y avait une amylose ou pas, le pronostic des patients, tant en termes de mortalité que de réhospitalisation. Et vous avez ici en rouge les patients qui avaient une scintigraphie positive, donc un diagnostic positif d'amylose cardiaque à transthyrétine, et en vert les patients qui avaient une scintigraphie négative. Et donc, ce que l'on observe, c'est qu'en termes de pronostic, chez les patients de plus de 75 ans, là ici, qui étaient inclus dans cette étude, tant en termes de mortalité que de réhospitalisation, le fait d'avoir une amylose cardiaque est de plus mauvais pronostic par rapport à une insuffisance cardiaque. Donc, vraiment, cette information est importante en population âgée, c'est que non seulement
l'amylose cardiaque est fréquente, mais elle est de plus mauvais pronostic que les autres types d'insuffisance cardiaque, d'où l'intérêt majeur d'en faire le diagnostic et d'en proposer une prise en charge adaptée dans cette population. Les autres éléments qui sont majeurs dans cette prise en charge des patients âgés, ça va être vraiment les éléments de fragilité. Et donc, je vous présente un petit peu ici les premières données que nous avions en termes de fragilité dans cette population. C'est les données, encore une fois, initialement du centre de référence. Et donc, notre hypothèse diagnostique initiale était que finalement, l'amylose à transthyrétine évolue avec ses atteintes, qu'elles soient cardiaques ou extracardiaques. Et quand on regarde les atteintes extracardiaques que l'on connaît tous, l'atteinte au niveau de la surdité, les infiltrations digestives qui vont favoriser notamment des gastroparésies, le canal lombaire rétréci, le canal carpien, le syndrome de la maladie de Dupuytren, la neuropathie sensitive associée. Donc, l'ensemble des infiltrations amyloidextracardiaques, eh bien, on peut les mettre au regard d'un certain nombre de paramètres de fragilité qui vont être altérés. En effet, l'infiltration digestive peut être mise au regard d'une prévalence élevée de la dénutrition et du risque de dénutrition. 40% des patients, 39% des patients dans notre cohorte. L'infiltration au niveau du ligament jaune et donc le canal lombaire rétréci eh bien, peut être mise au regard de la perte de la force musculaire qu'on retrouvait de façon importante, notamment au niveau des membres inférieurs, 74% des patients, des ralentissements des vitesses de marche, 48% des patients, et des troubles de l'équilibre, 58% des patients. Au final, quand on regarde de façon un peu plus globale, eh ben, on voyait dans nos cohortes que, avec des scores un petit peu de prévalence de la fragilité, on avait des scores élevés puisque 50% des patients étaient considérés comme fragiles selon les critères de Fried et 33% selon le score SEGA. Si on confronte nos données un peu au travail des autres centres au niveau national, eh bien, on a l'équipe de Toulouse qui a trouvé des résultats un petit peu similaires aux nôtres, où vous voyez le score qui a été utilisé, c'est le score G8, qui est un score qui est énormément utilisé en oncogériatrique. Les malades sont fragiles. Et vous voyez, on voyait que ce score G8, il pouvait tout à fait être mis au regard de l'infiltration amyloïde, notamment de la dégradation du strain au niveau cardiaque et de l'épaisseur du septum. Et plus le score G8 était faible, plus les patients étaient fragiles, plus ils avaient un strain altéré et un septum épais. Et donc cela conforte nos hypothèses qui sont que plus l'infiltration amyloïde progresse, plus cette maladie effectivement avance, plus les patients sont fragiles, collaborative entre cardiologues et gériatres. Alors, devant ces premières données que nous avions, nous avons essayé d'avancer un petit peu sur les choses en se disant, eh bien, finalement, il faut qu'on arrive à montrer que ces données de fragilité sont vraiment liées à l'infiltration amyloïde. Et donc, au sein du centre de référence national, au niveau de dans une optique de recherche, nous avons construit une cohorte contrôle, en fait, de patients insuffisants cardiaques indemnes de la maladie que nous avons apparié sur l'âge, sur le sexe, sur la gravité, sur le NYHA, donc sur un petit peu la gravité de la pathologie cardiaque. Et donc, l'idée a été de faire une évaluation gériatrique initiale à la fois aux patients atteints d'amylose et à la fois aux patients que nous avions dans le groupe en face, insuffisant cardiaque, indemne d'amylose. Et l'idée a donc été de comparer les évaluations de la fragilité de ces patients pour voir un petit peu ce qui est imputable à l'amylose en elle-même ou pas, ou ce qui est propre simplement à l'insuffisance cardiaque. Et ce que nous avons réussi à montrer dans ces résultats, c'est qu'on a un certain nombre de paramètres qui sont tout à fait spécifiques et tout à fait propres à l'amylose et qui sont beaucoup plus fréquents dans l'amylose cardiaque par rapport aux patients insuffisants cardiaques indemnes de la maladie. De façon significative, c'est vrai pour l'amaigrissement, les atteintes nutritionnelles, donc ce qui rejoint bien notre hypothèse d'infiltration au niveau de l'appareil digestif, de gastroparésie et également de dysautonomie digestive qui va favoriser en fait cette dénutrition et cette perte de poids. On retrouve les choses de façon significative au niveau des troubles de l'équilibre qui rejoint bien les atteintes musculo-squelettiques, les infiltrations au niveau des canaux lombaires rétrécis. Et on retrouve des éléments significatifs au niveau également des plaintes mnésiques et de l'hyperactivité vésicale.
Nous avons retrouvé également une tendance à des résultats et à une proportion plus importante de paramètres de fragilité concernant la perte de force musculaire, que ce soit au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Et donc ce travail nous a permis de mettre en évidence que, il y a un certain nombre de paramètres de fragilité qui sont vraiment propres lorsqu'ils sont atteints à l'amylose, et il y a vraiment un phénotype particulier qui se détache dans l'amylose cardiaque au-delà des autres de l'insuffisance cardiaque en général, et ce, indépendamment de la gravité de la pathologie cardiaque. Donc progressivement, ce que nous avons suggéré, c'était donc que le management des patients atteints d'amylose cardiaque, à la vue de ces résultats, se fasse de façon collaborative, de façon collaborative entre les cardiologues et les gériatres. C'est ce que nous retrouvons ici. Le cardiologue a évidemment une place centrale dans la gestion de l'insuffisance cardiaque, dans la gestion des troubles de conduction, de l'arythmie, des sténoses aortiques qui peuvent être associées, de l'adaptation des thérapeutiques. Et le gériatre aura son rôle dans la gestion des fragilités de ces patients atteints d'amylose, que ce soit les troubles de l'équilibre, l'amaigrissement, la plainte mnésique et l'ensemble des paramètres de fragilité qui seront impactés. Et donc, nous avons suggéré que, associé au suivi clinique du cardiologue, au suivi des biomarqueurs, de l'électrocardiogramme, de l'échocardiographie, soit associé le suivi par évaluation gériatrique dans un but vraiment d'améliorer la qualité de vie des patients atteints d'amylose. L'autre élément important, c'est que je vous ai montré que cette fragilité était fréquente dans cette population, qu'elle avait un phénotype particulier qui était lié à l'infiltration amyloïde cardiaque et extracardiaque. Mais il faut se poser la question du pronostic propre de cette fragilité. Autrement dit, au-delà de la gravité de l'atteinte cardiaque, cette fragilité a-t-elle un impact sur le pronostic des patients? Et ça, nous commençons à avoir de plus en plus de données. Je vous présente ici des données canadiennes avec des patients qui étaient diagnostiqués atteints d'amylose cardiaque, que des patients de plus de 65 ans, avec la fragilité qui était évaluée par ce qu'on appelle la Clinical Frailty Scale, qui est une échelle, un multidomaine de la fragilité. Et alors, qu'est-ce que cela a permis d'observer? Cela a permis d'observer que la fragilité évaluée par la Clinical Frailty Scale était significativement associée à la mortalité. C'était vrai en analyse univariée. Et lorsqu'on faisait de l'analyse multivariée, en ajustant sur le score NYHA, sur le fait que les patients soient traités par un traitement spécifique, par un stabilisateur de transthyrétine, eh bien, et sur le stade de gravité de la maladie, le NAC, le Gilmore, eh bien, on retrouvait que cette mortalité restait associée. Et vous voyez, on avait plus 50% de mortalité chez les patients, 49% chez les patients qui étaient atteints d'amylose, qui étaient fragiles par rapport aux patients qui étaient non fragiles. Donc, c'est un élément encore important qui vient se surajouter, c'est qu'au-delà de la prévalence, du phénotype spécifique, eh bien, cette fragilité a un impact en termes de mortalité, et ce, indépendamment de la gravité de la pathologie cardiaque. Ensuite, autre élément extrêmement important quand on parle de fragilité dans cette population, c'est clairement en termes de qualité de vie. Clairement, dans cette population âgée atteinte d'amylose, un des enjeux, c'est clairement la qualité de vie des patients. Et donc, on a également des données récentes, vous voyez, publiées en 2024, où a été regardé le lien entre des scores de qualité de vie et différentes caractéristiques cliniques des patients. Donc le score utilisé était le KCCQ, ça a été regardé la qualité de vie en fonction de l'âge des patients, en fonction du score NYHA, en fonction du NAC. Donc on n'est pas étonné de voir que plus les patients sont graves en fonction du NAC, et bien plus ils ont une qualité de vie altérée. Eh bien on retrouve exactement la même chose en fonction des scores de fragilité. Vous voyez, quand on utilise un index de fragilité, on voit que plus l'index de fragilité est élevé, plus les patients sont fragiles, et bien plus leur qualité de vie est altérée. Et donc ça, c'est un élément, encore une fois, qui est fort, puisque ça montre que, en plus d'impacter sur le pronostic en termes de réhospitalisation, de mortalité, eh bien, ça a un impact sur le pronostic en termes de qualité de vie des patients.
Et donc, progressivement, on voit que cette approche, en termes de fragilité, des patients, et cette approche un peu pluridisciplinaire est en train de s'immiscer, dans les recommandations d'experts au niveau international. Et donc, vous voyez, ce papier, publié de la même façon en 2024, associant plusieurs équipes, eh bien, met vraiment au cœur de la prise en charge des patients atteints d'amylose cardiaque le fait d'évaluer l'autonomie des patients, le fait d'évaluer leur force musculaire des membres supérieurs, leur force musculaire des membres inférieurs à l'aide d'une Short Physical Performance Battery, leur équilibre, leur performance physique avec des tests de marche. Et donc, l'évaluation vraiment au niveau moteur arrive au cœur de la prise en charge de ces patients, car il est de plus en plus montré que cela a un impact pronostic sur les patients. Et donc, ce schéma montre très bien les choses, c'est qu'au centre, évidemment, de la prise en charge chez le patient atteint d'amylose cardiaque, l'évaluation cardiovasculaire est au milieu également, car elle est centrale pour la prise en charge des patients. Mais autour de tout ça vient clairement s'articuler une prise en charge nutritionnelle adaptée, une prise en charge des troubles neurocognitifs, l'évaluation de la performance physique avec le score SPPB, l'évaluation de l'autonomie, et donc une approche vraiment multidomaine qui permet de stratifier le risque des patients et de proposer des plans personnalisés de soins et des prises en charge thérapeutiques personnalisées qui sont extrêmement importantes dans cette population. Et c'est clairement ce qui est recommandé aujourd'hui au niveau international. Cette partie concernait effectivement la fragilité. Je vais maintenant terminer en vous parlant un mot des traitements dans cette population, puisque nous avons des données qui commencent à être disponibles sur les traitements, notamment stabilisateurs de AG atteinte d'amylose cardiaque. Donc les données historiques sont issues de l'essai ATTRACT, qui commence maintenant à remonter à quelques années. Et les premières données qui ont été publiées sont les données d'analyse en sous-groupe de cet essai ATTRACT, où récemment ont été publiées, la 2023, les données des patients de plus de 80 ans. Alors, on a deux petits groupes, 51 patients traités dans le groupe traité, 37 patients dans le groupe placebo. Et les critères qui ont été regardés, c'est les critères sur le test de marche de 6 minutes et les critères de qualité de vie. On voit que sur ces critères de performance physique et de qualité de vie, eh bien, on a une séparation rapide des courbes, notamment pour les critères de test de marche de 6 minutes, et une différence significative pour le test de marche de 6 minutes et pour la qualité de vie au niveau des deux groupes, et un bénéfice du traitement par tafamidis. Dans les données de l'essai ATTRACT concernant la mortalité, par contre, effectivement, on ne retrouvait pas de significativité, la mortalité, mais donc probablement un manque de puissance, puisque je vous l'ai dit en préambule, les courbes, les effectifs étaient faibles dans les deux groupes. Je vais vous présenter maintenant ici nos données, qui sont nos données de vie réelle, qui sont les données qui sont disponibles par le centre de référence amylose cardiaque et l'analyse des patients qui passent par le centre de référence. Et donc, nous avons regardé spécifiquement chez les patients de plus de 80 ans, effectivement, l'efficacité du traitement. Et donc, depuis 2018 et la disponibilité du traitement, nous avons 282 patients de plus de 80 ans qui ont été mis sous traitement, et nous avons été comparer le pronostic de ces patients aux patients qui n'avaient pas été traités par tafamidis et qui étaient passés par le centre de référence depuis 2010 et depuis l'ouverture du centre de référence. Nous avons utilisé des données, des techniques statistiques qui nous permettent de rendre comparables les populations, puisqu'on le sait que les populations qui passent par les centres de référence aujourd'hui, par les centres de compétences, sont différentes de celles qu'on avait il y a quelques années, puisque aujourd'hui, le diagnostic de la maladie est plus précoce, et donc on voit arriver des patients qui sont moins sévères qu'il y a quelques années. Mais même en rendant comparables ces populations, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, on observe que les patients du groupe traité par rapport au groupe non traité ont 56% de mortalité à 2 ans en moins, donc une diminution de 56% de la mortalité. Et en termes de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë, eh bien, à 1 an, on a moins 35% de réhospitalisation. Et donc, clairement, une efficacité des traitements qui est plus de
80 ans, qui sont donc des données, hein, vraiment des données en vie réelle, hein. Ce sont les patients qui sont passés par le centre de référence. Pour conclure sur ces différents éléments, je vous invite du coup à vous rendre sur le site du réseau amylose, hein, qui permet donc de se documenter et d'avoir accès aux différents triptyques qui ont été réalisés, et notamment sur la prise en charge de ces patients âgés atteints d'amylose, que ce soit concernant la prise en charge de la fragilité dans l'amylose cardiaque pour que nos collègues cardiologues aient plus d'informations, sur le syndrome de fragilité pour mes collègues gériatres qui prennent en charge ces patients, et sur l'importance donc de dépister l'amylose cardiaque chez le patient âgé. Donc les messages importants que je souhaitais vous faire passer aujourd'hui, c'est que vraiment c'est une population particulière, cette population âgée atteinte d'amylose cardiaque, que cette population a une prévalence élevée de la fragilité, avec un phénotype particulier et avec un impact pronostic, hein, qui est extrêmement important de cette fragilité, et ce indépendamment de la gravité de la pathologie cardiaque. Donc tout ça nous montre que une collaboration cardio-gériatrique doit continuer d'être développée autour de ces patients pour favoriser leur prise en charge, et les recommandations internationales vont clairement dans ce sens aujourd'hui, et que cette collaboration permettra non seulement euh, de mieux diagnostiquer ces patients insuffisants cardiaques âgés atteints d'amylose, mais également de prendre la fragilité, prendre en charge la fragilité de ces patients, qui doit être clairement considérée. En termes thérapeutiques, clairement, je vous ai montré qu'aujourd'hui, il y avait une efficacité, des stabilisateurs de transthyrétine chez les patients de plus de 80 ans, mais que dans les années qui viennent, et ce d'autant l'explosion des thérapeutiques qui est en train de se produire avec différentes voies d'action, eh bien, il va falloir s'intéresser vraiment à l'efficacité des traitements en fonction du niveau de fragilité des patients, pour pouvoir proposer des prises en charge thérapeutiques les plus adaptées possibles, à la fois à l'âge et au niveau de fragilité des patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée.